Donc, on reprend la deuxième partie de cette matinée qui est consacrée aux maladies métaboliques. J'appelle le premier orateur, professeur Hattawi, qui va nous entretenir des associations d'hypodipémion. On pensait quoi? 15 minutes, Hattawi. Merci beaucoup, cher ami. Merci aux amis modérateurs. Merci à mes amis qui organisent ce beau congrès auquel je tiens beaucoup et qui m'est très cher depuis longtemps. Je remercie par la même occasion ma chère amie professeur Saïdouni. Alors, ce sujet n'est pas simple, mais j'essaie de faire de mon mieux. En tout cas, en 15 minutes, ce n'est pas évident. L'association d'hypolipémion, ça fait question quand même qui paraît bateau. Alors, il faut d'abord que je trouve comment avancer. Oui. Mais déjà, ça nous met dans le 21e siècle, puisque dans le 20e siècle, il était question de trouver toutes les raisons, toutes les preuves pour arrêter la polémique autour des statines. Heureusement, aujourd'hui, elle est arrêtée. Il y a tellement de preuves. C'est le domaine où, je pense, la médecine a apporté des preuves solides, énormes, avec lesquelles on peut même construire la fameuse IA, parce que les bases sont expérimentales, cliniques, génétiques, interventionnées. Il y a tellement d'études et les recommandations partout dans le monde, je vous ai mis quelques-unes, ont regroupé tout ça pour dire que la causalité des LDL et des lipoprotéines riches en ApoB dans l'athérosclérose, maintenant, c'est irréfutable. Ce qui nous ramène au fait que quand on va intervenir principalement dans la réduction des LDL. Et vous voyez là, une première réponse au titre de ma présentation, c'est quand je parle d'association d'hypolipémion, ça va être association statine avec autre chose, puisque les statines sont les principales hypolipémions qui vont permettre de réduire les LDL. On a appris aussi, avec le cumul de toutes ces preuves, que cette réduction, disons, du risque relatif d'événements cérébro-cardiovasculaires va être corrélée à la réduction du risque absolu du LDL. Plus on va plus bas, plus bien sûr on va gagner plus. Et ça ramène bien sûr à la notion du traitement qu'on va faire en fonction du niveau de risque cardiovasculaire du malade, qu'on va devoir aller à des objectifs qui sont de plus en plus astreignants et qu'on va en même temps, on a appris qu'il va falloir agir très précocement et pendant très longtemps. Et donc, abaisser le cholestérol, comme j'ai dit, par les statines est devenu la stratégie claire. Et cette stratégie, ça va être la stratégie primitive à laquelle on pourra rajouter, si on veut encore optimiser la prise en charge des objectifs secondaires, cholestérol non HDL, ou même si on peut doser l'ApoB. Mais ce qui nous ramène au fait qu'il va falloir qu'on définisse le risque cardiovasculaire de ces patients. Là, vous voyez un peu les différents modèles, ils sont un peu différents en fonction des pays, mais vous savez qu'au Maroc, en général, on suit les recommandations européennes et on utilise le score 2 ou le score 2 old patient ou le score 2 avec spécifique pour les diabétiques. Ça nous ramène au fait à la deuxième réponse, c'est que les hypolipémions, l'association d'hypolipémions dont on va parler, ça va intéresser les patients certainement qui ont un risque cardiovasculaire élevé, qui sont définis là, vous voyez un peu plusieurs choses. On dit, mais on peut faire simple, comme on n'a pas besoin d'IA pour définir est-ce que le malade est à risque cardiovasculaire élevé ou pas. Mais il suffit de le faire cliniquement. S'il est déjà en prévention secondaire, il est à très haut risque ou très haut risque. S'il ne l'est pas, eh ben, on va devoir utiliser bien sûr les scores 2. Et sinon, on complète par des modificateurs de risque que je vais présenter juste après. Mais on n'oublie jamais qu'on est il y a l'individualisation basée sur l'évaluation des scores, mais aussi le contexte. Il se trouve que on est quelque part mal parti, puisque le Maroc est situé comme un pays à très haut risque. Et ça ne nous a pas servi à grand-chose, le voisinage avec l'Espagne ou la France, puisque eux, ils sont à un risque faible, voire grand maximum modéré. Donc, tous nos patients, on va se retrouver à la fin à dire minimum, enfin, tous nos patients, la plupart qui ont plus de 40 ans, un facteur de risque ou autre, ils vont être à risque faible, oui, quelques-uns, mais beaucoup de gens vont être à risque modéré, élevé, voire très élevé. Et encore une fois, l'association d'hypolipémion va s'imposer de plus en plus si on veut vraiment maîtriser davantage le risque cardiovasculaire de nos patients. Et je vais le dire après pour le diabète, par exemple, il y a des prédictions qui disent que le nombre de diabétiques dans
dans une trentaine d'années ou les 25 ans qui vont venir va doubler. Donc, ce qui montre qu'encore une fois, les situations à haut risque ou très haut risque vont certainement être plus fréquentes et on sera amené à introduire précocement, voire systématiquement, des associations d'hypolipémiants. On aura besoin des fois d'utiliser des modificateurs de risque. J'ai bien voulu mettre cette plaque pour dire qu'il y a plusieurs manières de le faire. Le calcul, par exemple, de l'IPS, c'est un moyen très très simple. Utiliser le score calcique, utiliser tout simplement l'interrogatoire et chercher s'il y a une hérédité coronaire dans la famille. Et puis, il y a la situation en médecine interne de maladies inflammatoires. Certains nombres de maladies inflammatoires mettent les malades déjà à haut risque, comme la PR, comme les patients qui ont le lupus, etc. Donc, c'est à prendre en considération. De quoi on parle? On parle bien sûr certainement ou principalement des statines, comme vous savez, leur mécanisme d'action sur l'HMG coenzyme réductase, mais les non-statines vont être l'acide bempedoïque qu'on n'a pas, qui coûte très cher, mais finalement qui fait exactement la même voie d'action de la statine, sauf il agit un peu en amont sur la CL1 et qui a un petit avantage en matière de tolérance sur le plan musculaire, mais sur lequel vous allez voir, je vais pas si vite parce que je suis obligé de citer quelques études là-dessus, mais ça peut être une belle association, mais pas avec les statines puisque c'est la même voie. Ça peut être aussi une alternative en cas d'intolérance aux statines. On parlera aussi du rôle des PCSK9, qu'ils soient des silenceurs du RN ou des anticorps monoclonaux qui permettent de réguler les récepteurs LDL. Et puis, on parlera peut-être de l'action au niveau intestinal, pas forcément des séquestrants puisqu'ils sont pratiquement plus utilisés, mais essentiellement de l'ézitimib. Voilà un peu les quelques associations qu'on aura besoin de faire. Je ne vais pas trop parler des fibrates parce que c'est dépassé, mais je citerai quand même les nouveaux, disons, molécules qui permettent de baisser les triglycérides et en quelle situation on a commencé à y penser en association avec les statines. Donc, comme j'ai dit, les statines restent la socle en principe de l'association d'hypolipémiants parce que c'est là où on a énormément d'évidence clinique, essentiellement en prévention secondaire, mais aussi en prévention primaire, quand le patient est à haut risque. Mais on a appris une notion hyper importante, et celle qui va nous pousser encore à penser aux associations, c'est que la baisse du LDL importe, mais la durée de la baisse et la prolongation de cette durée aussi est importante. Ça s'est apporté avec les études bien sûr randomisées, avec les études de cohorte qui durent un peu plus longtemps, mais même avec les études basées sur la randomisation mendélienne qui nous permettent une approximation de l'exposition même sur 50 ans. Et on a appris que plus on baisse le LDL et on le maintient bas pendant longtemps, plus le niveau de risque cardiovasculaire est extrêmement bas. Et ça, c'est important parce que ça nous amène à dire, est-ce que ces associations vont nous permettre d'améliorer l'adhésion au traitement? Parce qu'il n'y a pas que baisser et atteindre des objectifs, mais il va falloir maintenir le malade pendant longtemps. Là, c'est les premières études sur les statines qui ont démontré clairement que prescrire une statine pour 1 an ou quelques mois, ça ne sert pas à grand-chose. L'effet apparaît à partir de 2 ans. Donc, il va falloir vraiment penser à l'adhésion, à la tolérance, une fois on commence à prescrire et on choisit nos molécules. Alors, j'arrive maintenant au deuxième objectif, c'est que ces associations, on aura peut-être besoin pour aller vers des objectifs, et les objectifs sont devenus de plus en plus, avec le temps, plus astreignants. On est à 1 gramme, le patient à haut élevé, il faut atteindre, je ne sais pas pourquoi ça bouge, 0,7, puis on passe à 0,55, et puis si le malade a fait une récidive d'événement, on va viser 0,4. Plus c'est bas, plus c'est difficile à atteindre, et plus on aura besoin de penser aux associations. Alors là, on a à notre disposition, comme vous le savez, des statines qui ont des intensités variables, et donc forcément, quand on veut baisser avec un pourcentage important, on aura besoin de choisir les statines à haute intensité. Vous voyez ici leur degré d'action en moyenne, même s'il y a une variabilité interindividuelle, mais vous voyez aussi que quand on commence à associer statine haute intensité ézitimib par exemple, on atteint 60%. Quand on fait l'association de ces deux avec un inhibiteur PCSK9, on atteint vraiment des objectifs un peu plus importants. C'est la même chose sur cette diapo, sauf qu'ici je rajoute l'acide bempedoïque qui forcément, lui aussi, si je l'associe à l'ézitimib, en cas d'intolérance notamment aux statines, ça va être plus intéressant que de le donner en monothérapie.
Ainsi, les challenges qu'on a, finalement, qui vont nous pousser à penser aux associations hypolipémiants, c'est essentiellement les problèmes d'adhésion et de discontinuation. On peut les régler avec différentes manières, mais pour faire vite, quand on est face à une intolérance, il y a ce modèle qui s'appelle le SLAP, c'est-à-dire vous allez devoir probablement switcher, essayer encore avec une statine, une autre, changer la dose, peut-être baisser la dose et essayer de voir est-ce que le malade va tolérer. Vous pouvez même faire ce qu'on appelle une forte d'alternance, un jour sur 2, un jour sur 3, etc. Toutes ces stratégies sont proposées parce qu'il ne faut jamais baisser les bras, il faut essayer, et il se trouve que les vrais malades intolérants aux statines sont très faibles. Leur pourcentage est vraiment de 1 pour 10 000, etc., ou 1 pour 1000, ça dépend des études, et donc il va falloir continuer à essayer. Et puis il y a la dernière technique, le P, c'est de passer à la polythérapie associée. Effectivement, l'association, elle permet d'améliorer la tolérance. Donc, vers une association avec un hypolipémiant non statine, je vais évoquer rapidement quelques études sur les principales que j'ai citées tout à l'heure. Les étimibes, on a l'étude Improve It depuis longtemps qui a démontré que l'association permet de mieux maîtriser le risque cardiovasculaire de patients qui ont un syndrome coronarien aigu. L'acide bempédoïque, j'ai dit que par rapport aux statines, il est mieux toléré sur le plan musculaire, mais comme j'ai 15 minutes, je dois aller plus vite. Et donc, dans le programme CLEAR, il a montré aussi que ça marche aussi bien que les statines. Et puis les inhibiteurs PCSK9 qui coûtent très cher et qu'on n'a pas encore au Maroc, ils ont été testés bien sûr dans le programme Odyssée. Ils permettent de baisser rapidement le LDL et permettent en même temps de réduire les événements cardiovasculaires. Et j'ai choisi pour vous 3 situations que je me suis dit, les associations, c'est pour les malades à haut risque. Et donc, on va parler de la situation de coronariens qui ont fait un événement aigu. On parlera des patients diabétiques qui sont à part. Et puis, on parlera du contexte d'accident vasculaire cérébral. 3 situations où je pense que peut-être il est bien de penser à une association d'hypolipidique. Alors, je commence par les syndromes coronariens aigus. Depuis longtemps, on a prouvé dans le programme Improve It, dans le programme aussi Fourier, que quand on associe et quand on fait ça précocement, c'est-à-dire j'attends pas pour un infarctus 1 an après AID, je passe à l'association, plus je le fais pour des infarctus récents, plus l'impact sur la réduction des événements des MACE est effectif et plus important. Et vous voyez à chaque fois que les courbes, ils ont besoin de temps. C'est 1 an, 2 ans, AID, vous voyez que les courbes commencent à diverger, ce qui montre encore une fois que c'est important de choisir des associations qui sont bien tolérées. La même chose a été utilisée et prouvée avec les inhibiteurs PCSK9 avec certaines molécules, dans les syndromes coronariens aigus, avec le programme Evopax aussi, où on a associé la torvastatine avec l'évolucumab, et la même chose. On atteint très rapidement les objectifs. Un LDL moins de 55, on peut l'atteindre en 4-8 semaines rapidement dans 90%, donc c'est très bien. Mais est-ce que ça justifie qu'on le fasse systématiquement? Et le problème du coût et des moyens, vous allez voir que les recommandations vont cadrer ça, et l'expérience d'un pays comme la France peut nous apporter pas mal de choses à ce niveau-là et nous montrer est-ce que les associations permettent de réduire le nombre de besoins de malades qui auront besoin de ce inhibiteur PCSK9 qui coûte, comme vous le savez, au moins 10 000 dirhams par mois. C'est pas évident. Alors, c'est pratiquement la même chose. Ça, c'est la proposition un peu des recommandations, c'est-à-dire que les malades dans le contexte syndrome coronarien aigu, on aura besoin de leur mettre une statine à haute intensité et de l'ézitimib, viser un LDL moins de 0,7, et si on n'arrive pas, là, on aura le droit d'associer les inhibiteurs PCSK9. Et dans les recommandations, c'est clairement écrit. En 4-6 semaines, on évalue. Et après, on voit si on a besoin de mettre les PCSK9. Mais on encourage à utiliser l'association presque d'emblée. Soit des fortes doses, comme on a pris l'habitude de le faire, de la torvastatine à 80 mg ou de la Rosu, même 20-40. On n'a pas le 40 au Maroc, mais on double la dose. Ou on commence d'emblée par une association. Et puis, on essaie de voir ce qu'on peut avoir. Le contexte du diabète, comme j'ai dit, il a évolué. On évalue mieux maintenant le score ou le risque cardiovasculaire chez les diabétiques. Et en gros, le score de diabète, si le patient est diabétique depuis quelques années, il sera certainement, avec le contexte marocain, à très haut risque. Donc, il y a le score, il y a l'atteinte des organes cibles, il y a bien sûr l'atteinte des maladies cardiovasculaires qui peuvent facilement vous aider à situer votre patient
à haut risque ou pas, mais elle est au moins à risque modéré. Et là, on a toutes les études qui montrent que les statines sont bien sûr la socle du traitement. Et en association à ça, on peut utiliser, comme on l'a prouvé dans le programme Improve It, que les diabétiques restent à risque cardiovasculaire plus élevé que les autres, mais n'empêche que quand on utilise une association, le risque baisse plus que ceux qu'on a mis sous monothérapie. Et l'utilisation des inhibiteurs PCSK9 aussi a montré la même chose. Dans le contexte de diabète, on réduit les MACE après un syndrome coronarien aigu de façon plus importante. On l'a montré dans le programme Reduce It aussi. Vous voyez un peu la divergence des courbes qui, à partir de la première année. Donc, même dans le contexte de diabète, on pense maintenant que l'association d'hypolipémiant permettra d'atteindre les objectifs qui, comme je l'ai dit, sont devenus très astreignants pour un patient qui, rapidement, on va se retrouver dans une situation à haut risque, à très haut risque. Et donc, avec des objectifs qui sont moins de 0,7 grammes, chose qui n'est pas évidente en pratique. Reste le contexte de l'AVC. On a pas mal disons, cette méta-analyse qui commence à dater et qui montre que baisser le LDL après un AVC, notamment dans un contexte d'athérosclérose, est bénéfique. Et puis, que ce soit en prévention primaire ou en prévention secondaire. Et puis, on a commencé, bien sûr, à faire la même chose que les autres études, c'est-à-dire à proposer des associations. Et on voit que quand on met des associations, on a la même tendance des courbes qu'on a démontré dans les autres contextes, diabète, syndrome coronarien aigu, autres. Et donc, le LDL, en le baissant, ça permet de réduire le risque d'AVC, mais baisser le LDL à des valeurs basses, comme 0,7, permet de réduire aussi le risque de récidive d'AVC de façon conséquente. Et c'est devenu maintenant un objectif, au lieu de mettre de l'aspirine, qui devrait normalement être justifié par le contexte. Mettre une statine et la mettre à bonne dose, c'est une chose importante. Et viser un taux de LDL bas est une chose aussi importante, ce qui ouvre un peu la place à des programmes qui ont essayé de voir est-ce que les associations, comme le programme TST, programme association avec ezetimibe, est-ce que ça marche mieux? Et bien voilà, comme vous voyez ici, un résultat qui montre qu'on baisse rapidement le LDL très bien, mais aussi on baisse le nombre d'événements aussi chez les patients qui ont eu un AVC. Et plus on baisse, mieux c'est. Et puis ça a été déjà vu dans le programme Improve It, je peux passer. Et il y a, en revenant au programme TST, on remarque que quand on prolonge la baisse, c'est mieux, ça permet de réduire, disons, les événements de façon meilleure. Et après le programme TST, il va falloir faire comme chez les coronariens, baisser moins de 0,7 et associer à ça une baisse de plus de 50% du LDL de départ. Mais est-ce que baisser trop ne risque pas d'entraîner des AVC hémorragiques? Là, ça n'a pas été prouvé, il n'y a aucun impact négatif de ce côté-là, ce qui fait que basé sur les programmes TST et Sparkle, on a les recommandations américaines qui nous incitent à utiliser, notamment dans le contexte d'AVC mineur ou d'AIT, une association d'hypolipémiant qui permettrait de réduire le LDL à moins de 0,7 et le taux à plus de 50% du taux de LDL de base. Donc, pour aller à la conclusion, la tendance actuelle, c'est d'associer au départ et d'emblée les hypolipémiants. C'est en accord avec les essais randomisés, c'est en accord avec les guidelines et aussi en accord avec les objectifs qu'on veut atteindre. Là, c'est juste une idée sur ce qui est écrit dans les recommandations européennes, chose que j'ai déjà évoquée. Et en pratique, j'ai pris ici un programme français qui propose que les patients, juste, on va viser et définir un peu quel est l'objectif, moins de 0,7, moins de 0,55, définir est-ce qu'on sont déjà sous statine ou pas, et d'emblée commencer par une statine à haute intensité, et vérifier rapidement si on n'atteint pas les objectifs. Vous voyez à chaque fois, statine, ezetimibe, etc. Ce qui fait que les cas où on aura besoin d'une monothérapie sont réduits. Résultat, c'est que c'est une stratégie simple, ça a permis d'atteindre rapidement les objectifs, au moins 56% des objectifs européens. Ça, c'est bien toléré, ça permet de maintenir l'adhésion au traitement et ça évite l'inertie thérapeutique. Et c'est une chose importante parce que souvent, on a démontré dans les études que quand on prescrit une première dose, on a rarement envie de l'augmenter. Mais quand on prescrit d'emblée une dose en association, on atteint rapidement les objectifs et probablement on n'aura pas besoin d'augmenter encore ou d'intensifier le traitement. Le programme EuroAspire nous montre clairement, dans sa version 5, on attend la version 6, à laquelle d'ailleurs le Maroc
participent actuellement dans le programme GRASP, ils nous montrent qu'on est encore loin dans, disons, les objectifs, ne serait-ce que les objectifs du taux de lipides qu'il faut atteindre. Donc, un dernier point, c'est que, en gros, ce genre de stratégie qui mène à associer précocement et systématiquement mettre une association a permis de réduire le nombre de malades, en tout cas dans le contexte qu'on a aigu, le malade qui auront besoin d'inhibiteurs PCSK9. Et donc c'est une stratégie qui est importante pour un pays comme le nôtre où ce médicament n'est pas disponible et certainement il n'est pas remboursable. Donc pour finir, je dis que les bonnes raisons pour une association seraient, c'est une stratégie safe, elle est efficace, elle est evidence-based, elle est moins complexe que cette histoire d'augmenter les doses progressivement. Elle est actuellement génériquée, donc elle est plus accessible pour les patients et ça ramène à moins d'indications pour les inhibiteurs PCSK9 et moins de besoin d'optimiser le traitement après initiation. Et je vous remercie. Merci, monsieur le professeur Hatawi. Donc, on va regrouper les 4 présentations à la fin pour la discussion. Et tout de suite, on passe au SIMPO, donc sponsorisé par AstraZeneca et qui va être donc présenté par notre ami professeur Amouri, qui va donc parler des inhibiteurs des SGLT2 chez les patients diabétiques. À vous la parole. Merci, cher maître. Donc, bonjour, cher maître, chers collègues. Je tiens tout d'abord à remercier donc, le comité d'organisation. 5 minutes. Merci. Donc, je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation de la SMMV donc, pour son invitation et de me permettre de participer à cette session sur le métabolique et surtout d'avoir organisé cette année le congrès à la ville de Rabat, Ville des Lumières. Donc, bienvenue à Rabat. Alors, on va tout de suite aborder les inhibiteurs du SGLT2 chez les patients diabétiques. Donc, les inhibiteurs donc, du SGLT2, donc, c'est une innovation dans le traitement du diabète de type 2. C'est les premiers antidiabétiques donc, qui ont démontré un bénéfice cardiovasculaire. Ils ont l'AMM depuis 2012. On a actuellement 9 molécules disponibles, dont 2 au Maroc, la dapagliflozine et l'empagliflozine, et qui sont utilisées avec des associations fixes avec la metformine ou les gliptines. Ils ont un mécanisme d'action qui est innovant en inhibant les cotransporteurs donc de réabsorption du glucose et sodium dans le tube contourné proximal. Donc, on les appelle inhibiteurs du SGLT2, mais aussi des glyphosines. Alors, la prescription à l'échelon international a augmenté, surtout les 5 dernières années, dans le diabète de type 2 et au-delà du diabète, parce que ce sont des médicaments qui ont démontré qu'ils assuraient une néphroprotection chez les patients, un bénéfice cardiovasculaire et un bénéfice dans la maladie cardiaque, notamment dans l'insuffisance cardiaque. Donc, ils ont aussi un profil de sécurité qui est prouvé sur la base des essais cliniques et le suivi à long terme des patients, mais ils vont nécessiter des précautions d'emploi dans certaines situations particulières. Donc on va, au fur et à mesure de cette présentation, voir les mécanismes d'action de ces thérapeutiques, les différentes molécules dont on dispose actuellement, les données scientifiques d'efficacité, les indications de prescription en insistant sur les dernières recommandations de l'ADA de 2025, ainsi que les règles de prescription. Alors, les SGLT2, donc, ce sont donc ils sont exprimés au niveau rénal, notamment au niveau du tube contourné proximal. Donc, ils assurent la réabsorption donc, du glucose, donc de 90% du glucose qui est filtré au niveau glomérulaire. Donc, et puis, on dispose aussi donc, des SGLT1, donc, qui sont des récepteurs situés au niveau du segment S3 du tube contourné proximal, mais qui assurent la réabsorption uniquement donc, du glucose donc, qui est filtré. Donc, en inhibant donc, les SGLT2, donc, on va entraîner donc, une fuite urinaire donc, du glucose, mais également celle de l'eau et du sodium. Et donc, on aura une glycosurie, une natriurèse, une diurèse osmotique chez les patients. Donc, cette fuite, donc, cette glucosurie au niveau urinaire va permettre de baisser la glycémie à jeun chez les patients et la glycémie postprandiale. Et on réussit à baisser l'hémoglobine glyquée entre 0,7 à 0,8%, parfois même jusqu'à 1,2% chez les patients, qui est un objectif qui est intéressant chez les patients. Vu que ce mécanisme d'action agit indépendamment de l'insuline, donc il n'y a pas d'hypoglycémie avec ces médicaments, sauf quand on les associe avec des médicaments qui peuvent induire l'hypoglycémie, donc notamment ceux qui stimulent la sécrétion d'insuline. On a également chez les patients
Donc une augmentation de la dépense énergétique et une baisse des calories qui explique la perte du poids donc de 2 à 3 kg chez les patients. L'effet également est rapporté sur donc, la baisse de l'acide urique chez les patients en entraînant la fuite urinaire de l'acide urique. Donc c'est intéressant chez les patients qui ont un syndrome métabolique avec une hyperuricémie ou une goutte, donc où on va avoir également une réduction des chiffres de l'acide urique chez les patients. Et cette diurèse osmotique avec natriurèse va s'accompagner donc d'une baisse de la tension artérielle. Certes, elle est modeste, mais elle est intéressante chez les patients et elle va se répercuter au niveau cardiaque en baissant le risque cardiovasculaire chez les patients. Alors, les bénéfices aussi vont toucher d'autres organes qui expriment ces récepteurs, notamment le rein et le cœur, comme on vient de voir. Et on a également chez les patients une stimulation de la production de l'érythropoïétine par les fibroblastes qui explique l'augmentation de l'hématocrite chez les patients. Donc, comme on vient de voir, donc, ces récepteurs sont exprimés actuellement, donc, selon les données scientifiques, dans plusieurs organes, au niveau cérébral, au niveau pulmonaire, au niveau de l'endothélium vasculaire, au niveau musculaire, au niveau hépatique, au niveau rénal et au niveau cardiaque, ce qui explique les bénéfices sur plusieurs organes, donc, parce qu'ils diminuent le stress oxydatif au niveau mitochondrial, ils améliorent la fonction endothéliale, et diminue la sécrétion des cytokines inflammatoires qui expliquent le bénéfice sur l'ensemble des fonctions de ces organes. Donc, au niveau rénal, donc, l'effet bénéfique des inhibiteurs du SGLT2 est dû donc, à cette diurèse osmotique avec donc, surtout la glucosurie et l'augmentation de la natriurèse qui va s'accompagner donc, d'une vasodilatation au niveau de l'artériole afférente et l'artériole plutôt efférente et une vasoconstriction de l'artériole afférente, donc, ce qui va augmenter la pression intraglomérulaire rénale. Cette augmentation donc, va s'accompagner au début d'une augmentation paradoxale du DFG les 4 à 6 premières semaines, puis rapidement on aura le bénéfice qui va commencer à se voir chez les patients, donc avec une amélioration du débit du filtration glomérulaire, une baisse également de l'albuminurie chez les malades qui avaient par exemple une néphropathie diabétique avec une albuminurie importante. Ce bénéfice au niveau rénal donc, rejoint le mécanisme d'action des médicaments qui sont inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone. Sur le plan cardiaque, ce bénéfice donc, est en rapport avec cet effet sur la mitochondrie au niveau du cardiomyocyte et l'amélioration du stress oxydatif, mais il est dû à plusieurs mécanismes, puisqu'on va avoir l'augmentation de natriurèse, cette diurèse osmotique, et donc va s'accompagner d'une diminution de la précharge et la post-charge chez les patients. On a la baisse de la pression artérielle aussi, mais qui va avoir un effet qui est modeste. C'est la vasodilatation chez les patients, l'augmentation de la synthèse du glucagon induite par ces médicaments va avoir un effet inotrope positif sur le muscle cardiaque. On a aussi une baisse de la fibrose cardiaque et une diminution de la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires par les adépocytes. L'ensemble de ces paramètres vont améliorer la fonction myocardique chez les patients. Donc, ces molécules ont une structure chimique qui est commune. Ils se terminent tous par donc, un aryl C-glucoside, donc, qui fait que ces molécules donc, sont stables donc, et ne subissent pas de digestion au niveau intestinal. Et on peut les donner à dose donc, fixe. Elles ont une affinité uniquement pour le SGLT2, donc, ce qui explique le peu d'effets secondaires et surtout la tolérance au niveau digestif. Ils n'induisent pas d'hypoglycémie et on peut les associer aux autres antidiabétiques oraux et aussi à l'insuline. Alors, les molécules dont on dispose au Maroc est la dapagliflozine et l'empagliflozine. Donc, les autres molécules qui sont disponibles en Europe, qui ont l'AMM, il y a la canagliflozine et l'ertugliflozine. Et aux États-Unis, on a de nouvelles molécules qui ont l'accord de la FDA, la bexagliflozine et la sotagliflozine. Donc, toutes ces molécules ont l'AMM dans le diabète de type 2. À cela s'ajoute donc, pour la dapagliflozine et l'empagliflozine qu'on a au Maroc, l'indication dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée ou altérée et aussi dans la prévention de la maladie rénale chronique. Alors, les données scientifiques d'efficacité de ces molécules, donc chez les patients diabétiques de type 2, reposent sur 3 grands essais donc, qui datent de 2015. Donc, l'essai EMPAREG avec l'empagliflozine, le programme CANVAS avec la canagliflozine et l'essai DECLARE-TIMI 58 avec la dapagliflozine en 2019. Donc, ces essais ont inclus des patients diabétiques de type 2 qui avaient une maladie cardiovasculaire, qui ont été randomisés pour recevoir soit ces inhibiteurs du SGLT2 ou le placebo. Et le critère de jugement primaire, c'est la survenue des MACE, c'est-à-dire les événements cardiovasculaires majeurs. Mais on a aussi essayé de voir en critère de jugement secondaire les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et l'effet sur la progression de la maladie rénale chronique.
Les résultats de ces 3 essais, donc, notamment de ces 4 essais plutôt, donc, étaient en faveur donc, des inhibiteurs du SGLT2 et surtout l'empagliflozine qui ressortait sur le plan statistiquement significatif pour la réduction des MACE chez les patients et sur le bénéfice sur la mortalité cardiovasculaire globale, donc sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et le bénéfice au niveau rénal. Les résultats n'étaient pas significatifs pour les 2 autres molécules, notamment la dapagliflozine, donc la canagliflozine et l'ertugliflozine. Et ces résultats peuvent être expliqués donc, par les patients qui étaient inclus dans ces essais. Quand on voit l'empagliflozine, on a 100% des patients qui étaient haut risque cardiovasculaire puisqu'ils étaient en prévention secondaire, alors que le pourcentage de ces patients était beaucoup moindre dans la dapagliflozine parce que c'était uniquement moins de 60% des patients et 40% dans le bras canagliflozine. Donc, ce qui explique les différences statistiques. Pour cet effet, donc, notamment de la dapagliflozine sur l'évolution cardiovasculaire, il ressort dans une étude récente donc, comme étant beaucoup plus important chez les patients qui ont une maladie rénale chronique à des stades avancés avec un débit de l'albuminurie qui est plus important. Ce bénéfice donc, sur la prévention secondaire cardiovasculaire et l'amélioration rénale chez les diabétiques de type 2, avec donc après les données de ces 3 essais avec la canagliflozine, l'empagliflozine et la dapagliflozine, a été objectivé donc, sur une méta-analyse en 2019, donc, qui objective qu'on a une baisse de 11% des MACE, donc des événements cardiovasculaires majeurs chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire athéromateuse. Ils réduisent aussi le risque de décès cardiovasculaire ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque de 23%. Et au niveau rénal, des résultats quand même qui sont spectaculaires puisqu'on a une réduction de plus de 45% de progression de la maladie rénale chronique, donc notamment, et cela indépendamment de la maladie athéromateuse cardiaque ou bien des antécédents d'insuffisance cardiaque. Ces résultats étaient beaucoup plus probants chez les patients qui avaient une maladie rénale sévère. Maintenant, au-delà du diabète, donc les bénéfices des inhibiteurs du SGLT2 donc, sont maintenant prouvés dans la maladie cardiovasculaire, notamment l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection qui est altérée par les 2 essais majeurs, donc DAPA-HF et Emperor Reduced, donc, qui ont démontré donc, en comparant les patients qui ont une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection altérée qui recevaient soit ces inhibiteurs du SGLT2 versus placebo, on a la survenue des MACE était significativement moindre chez les patients qui étaient sous inhibiteurs du SGLT2 et cela indépendamment de la présence ou non d'un diabète de type 2 chez les patients. Donc, ces données donc, ont été aussi objectivées sur la méta-analyse de ces 2 essais qui objectivaient un bénéfice en faveur de l'utilisation de la dapagliflozine et l'empagliflozine sur la réduction de la mortalité globale, sur la réduction des décès cardiovasculaires, des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et aussi donc, du décès cardiovasculaire. Et cela, donc, même en analysant les sous-groupes, donc indépendamment de l'âge, donc du sexe, de la présence ou non du diabète ou d'insuffisance rénale chronique ou non. Par contre, les effets de ces traitements ne ressortaient pas comme très significatifs, ils sont un peu moins efficaces chez les patients qui avaient des stades avancés, notamment des NIA 3 ou 4, notamment de sexe, de race blanche et en Europe. Alors, maintenant, qu'en est-il de la place des inhibiteurs du SG2 dans l'insuffisance cardiaque à fraction ventriculaire gauche préservée? On dispose de 2 essais, donc en 2021-2022, donc l'essai Emperor et l'essai Deliver, avec l'EMPA et la dapagliflozine, donc qui ont inclus aussi un nombre considérable de patients, plus de 11 000 patients. Donc, il y avait 40% de patients diabétiques type 2 dans ces essais. Et là aussi, donc, versus placebo, les résultats en faveur donc, de ces 2 molécules dans la survenue des MACE chez les patients, dans les décès global, donc les hospitalisations pour insuffisance cardiaque chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection qui est préservée. Donc on voit qu'il y a un bénéfice au niveau cardiovasculaire sur la base de l'ensemble des décès, donc pour la survenue des MACE, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et décès cardiovasculaires, que la fraction d'éjection soit préservée ou altérée chez les malades. Et c'est pour cela que dans les nouvelles recommandations donc de l'ESC, donc dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée ou altérée, les inhibiteurs du SGLT2 se positionnent sur la même ligne par rapport au traitement classique de l'insuffisance cardiaque.
Maintenant, qu'en est-il de l'insuffisance cardiaque aiguë, donc pour les patients qui sont pris en charge pour la première fois? Donc là aussi, les données de la littérature sont en faveur, et la safety surtout, de l'utilisation des inhibiteurs du SGLT2 en cas d'insuffisance cardiaque aiguë, donc de nouveau chez les patients, donc avec une safety, donc on n'a pas de signal de sécurité particulier pour les risques infectieux, pour la survenue d'acidocétose diabétique, donc, ou bien d'hypovolémie chez les patients. Au niveau rénal, il y a aussi un bénéfice des inhibiteurs du SGLT2 indépendamment de la présence du diabète. Et pour cela, on dispose donc des résultats des essais Credence, donc en 2019, les essais DAPA-CKD en 2020 et LAMPA-Kidney en 2023, donc qui ont inclus des patients qui avaient une maladie rénale chronique, donc suivis sur une période quand même qui est presque de 2 ans et demi. Et on a un bénéfice sur l'évolution, notamment la progression de la maladie rénale chronique et sur le dédoublement de la créatinine, donc qui était moindre chez les patients qui étaient sous inhibiteurs du SGLT2, notamment la dapagliflozine et l'empagliflozine. Donc on a vu qu'il y a un bénéfice donc, chez les diabétiques de type 2, donc il y a un bénéfice chez les patients donc, qui ont une maladie rénale chronique, un bénéfice aussi chez les patients qui ont insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée ou altérée, indépendamment de la présence ou non du diabète de type 2. Qu'en est-il maintenant des profils de certaines populations particulières, notamment certains patients fragiles, notamment les sujets âgés? Alors, selon les résultats de l'ensemble des essais donc, publiés jusqu'à aujourd'hui, donc quand on voit, on a essayé de comparer les groupes des patients qui ont plus de 65 ans et moins de 65 ans et de voir un peu sur est-ce qu'il y a une différence sur la survenue des MACE chez les patients qui sont traités par inhibiteurs du SGLT2 de diabétiques de type 2. Ce qui ressort pour toutes les molécules, donc il n'y a pas de différence chez les patients qui ont un âge plus de 65 ans ou moins, mais par contre, on a des résultats un peu plus significatifs avec l'empagliflozine chez les patients qui sont âgés. Par rapport à la prévention de l'insuffisance cardiaque et le décès cardiovasculaire, il n'y a pas de différence entre l'ensemble des molécules, donc quel que soit l'âge, plus de 65 ans ou moins de 65 ans. La même chose pour l'évolution de la maladie rénale, le bénéfice est le même, indépendamment de l'âge des patients. Par contre, donc, une précaution particulière donc, mérite d'être accordée à ces patients qui sont âgés. Il faut tenir compte du bénéfice-risque chez les malades. Il y a quand même des risques importants et c'est pour cela qu'on a besoin d'une bonne évaluation gériatrique chez les patients. Et là, j'ai un petit clin d'œil pour professeur Ma'ammar. Donc, avec l'équipe de gériatrie qui doit évaluer ces patients, évaluer les risques, tenir compte des risques infectieux, de l'hypovolémie, du risque aussi de tenir compte de la sarcopénie, de la fragilité qui peut être associée chez les patients avant de prendre la décision d'instaurer ces médicaments. Maintenant, qu'en est-il de la place des inhibiteurs du SGLT2 dans les dernières recommandations de prise en charge du diabète de type 2 en 2025? Alors, sur ces recommandations, les principaux messages, c'est qu'on traite en fonction du profil du patient, des facteurs de risque cardiovasculaire, en fonction de la présence ou non d'une maladie rénale chronique, d'une insuffisance cardiaque, et aussi on intègre dans ce choix aussi les autres critères du syndrome métabolique, on intègre aussi bien sûr le choix du patient et les coûts des médicaments. Pour les patients qui ont une maladie avec une athérosclérose avancée ou à haut risque cardiovasculaire, les inhibiteurs donc, du SGLT2 se placent en première intention, indépendamment du taux d'hémoglobine A1C. Ça, c'est le premier message. Deuxièmement, donc, bien sûr, si ces médicaments sont contre-indiqués, on peut utiliser les analogues du GLP-1 qui ont également démontré un bénéfice sur la prévention cardiovasculaire. Pour les patients qui ont un profil donc, ayant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée ou altérée diabétique de type 2, bien sûr, c'est des inhibiteurs du SGLT2 à prescrire en première intention. La même chose pour les patients qui ont une maladie rénale chronique, diabétique de type 2, on préférera les inhibiteurs du SGLT2. Il faut plutôt prescrire systématiquement les inhibiteurs de SGLT2 en absence de contre-indication, indépendamment du taux d'hémoglobine A1C. Ces recommandations dans la maladie rénale chronique donc, sont actuellement approuvées selon l'EMA et la FDA à partir d'une clairance de 20 minutes par minute. Au Maroc, on a l'AMM à partir de 25 minutes par minute. Ceci dit, il faut faire attention. Donc, quand ils sont prescrits dans la maladie rénale chronique et quand le DFG est inférieur à 45 minutes par minute, l'effet sur la baisse de l'hémoglobine glyquée il est moindre et c'est pour cela qu'il faut, quand on n'est pas dans les objectifs, donc associer
soit les analogues du GLP-1 ou bien sûr les autres molécules antidiabétiques orales ou même l'insuline. On peut associer plusieurs médicaments pour être dans les objectifs. Le dernier message par rapport aux recommandations, qu'à part donc, ces molécules-là, ne pas oublier qu'il faut gérer aussi les autres facteurs de risque cardiovasculaire, même si les patients sont sous inhibiteurs du SGLT2, c'est-à-dire être dans les objectifs du LDL par exemple, traiter l'hypertension artérielle, donc le surpoids, bien sûr l'hygiène de vie, l'activité physique, donc pour éviter donc, la progression de l'atteinte microvasculaire. Alors, quand on prescrit ces médicaments, il y a des règles de prescription et il faut connaître qu'il y a des effets secondaires. Ces effets secondaires sont dominés par des infections génitales, donc notamment qui sont plus fréquentes chez la femme. On peut avoir des balanites chez l'homme. Il y a eu quelques cas de gangrène de fournière rapportés, mais ça reste rare, donc surtout avec la canagliflozine. Les hypovolémies donc, sont possibles avec cette diurèse osmotique, mais c'est vraiment uniquement les patients qui sont à risque, notamment les personnes âgées qui sont sous diurétiques ou qui font des jeûnes prolongés. Et puis, on a aussi le risque d'infection urinaire. Le risque aussi d'acidose euglycémique donc, est un risque donc, qui existe, mais bien sûr, donc, il y a des circonstances favorisantes comme la chirurgie, la déshydratation, les personnes qui sont âgées, les patients qui vont avoir des chirurgies, des endoscopies, ou bien qui jeûnent, donc qui consomment de l'alcool et qui vont laisser une autosurveillance. Il faut reconnaître les signes cliniques, notamment quand on a des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales. Rechercher donc les corps cétoniques, la cétonémie, donc pour une prise en charge rapide. Et ce sont des malades qui souvent peuvent nécessiter des soins, donc le recours aux soins intensifs. C'est une complication qui existe, il faut la connaître, mais elle est quand même, mais reste rare. Il y a un risque aussi d'insuffisance rénale, surtout chez les patients qui sont fragiles, notamment âgés, donc qui ont des hypotensions de base ou qui sont sous diurétique, mais qui va nécessiter donc des ajustements thérapeutiques. On a aussi des cas d'amputation qui sont décrits, mais donc pour lesquels on a des données rassurantes, puisqu'il y a eu juste des cas donc, rapportés avec la canagliflozine, notamment chez les patients qui ont des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs. La connaissance de ces effets secondaires donc, nécessitera donc, des précautions d'emploi. Donc, selon les recommandations d'experts, donc, chez le sujet jeune, il est préférable de doser, avant de prescrire ces médicaments, doser le peptide C avant le traitement pour éviter la prescription donc, si les patients ont un diabète de type 1, parce que le risque d'acidocétose donc, sans euglycémique est beaucoup plus important chez cette population de patients. Il faut savoir arrêter les médicaments de façon temporaire en cas de chirurgie, d'endoscopie, en cas de déshydratation, en cas de fièvre, en cas de diarrhée. Arrêter 2 jours avant les gestes de chirurgie ou d'endoscopie. Ne pas oublier qu'il y a un risque d'hypoglycémie quand les malades sont sous insuline ou bien sous autres médicaments qui stimulent la sécrétion d'insuline. Donc il faut savoir réduire les doses de ces médicaments et évaluer toujours le risque d'hypoglycémie chez les patients. Assurer une bonne hydratation. Donc en général, on demande aux patients d'ajouter 250 ml à 500 ml par rapport à leur apport hydrique quotidien. Et cette hydratation permet aussi de prévenir les infections urinaires. Il faut avoir aussi donc, des précautions chez les patients qui sont déjà sous diurétiques, discuter avec les cardiologues éventuellement la réduction des doses des diurétiques ou leur arrêt, donc si on a des hypotensions ou bien des hydratations chez les patients. Et bien sûr, il y a l'hygiène intime, donc elle est importante uniquement avec l'eau chez les patients, elle prévient les infections génitales chez les patients. Donc pour conclure, donc ce sont des traitements qui sont innovants avec un mécanisme d'action donc, qui est particulier dans la prise en charge diabète de type 2, qui ont un bénéfice cardiovasculaire et qui est rénal. Il y a des effets secondaires mais restent graves et facilement manageables. Et pour prendre la décision de traiter, il faut toujours tenir compte des bénéfices-risques chez les patients et je vous remercie. Merci Madame Ammouri. Donc on enchaîne par la 3e présentation, sera faite par professeur Iraqi. Donc il va nous parler des agonistes des récepteurs GLP-1 dans le diabète et au-delà. Vous avez 15 minutes, madame. Salam alaikum. Merci, Monsieur le Président. Merci au comité d'organisation du Congrès pour son invitation. Et comme vous le voyez, en diabétologie, on a inventé des médicaments pour le diabète et on retrouve des propriétés qui vont au-delà du diabète, que ce soit pour les gliflozines que le professeur Ammouri vient d'expliciter, mais aussi les agonistes du récepteur au GLP-1.
Je vais revenir d'abord sur le diabète et ses complications. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on parle à la fois des complications traditionnelles que vous connaissez, les rétinopathies, neuropathie, insuffisance rénale et néphropathie et cardiopathie avec toutes ces déclinaisons. Mais on a aussi les complications que le diabète se partage avec l'obésité qui vont notamment sur la MASLD, la maladie métabolique hépatique. Je vais rappeler pour certains les mécanismes d'action des agonistes du récepteur au GLP-1 qui, comme vous le savez, sont des hormones gastro-intestinales qui vont être sécrétées au niveau de l'intestin. Nous en avons deux. Nous avons le GLP-1, glucagon-like peptide 1, qui est utilisé en pharmacopée depuis plus de 16 ans maintenant. Au Maroc, nous avons le liraglutide et le dulaglutide, qui sont des antidiabétiques. Et nous avons le GIP, le Glucose Dependent Inotropic Peptide, qui, lui, est une incrétine qui, en cas de diabète, va être sécrétée de façon normale, mais qui n'aura pas d'action, d'activité. Et c'est pourquoi ce n'est que très dernièrement qu'on a combiné les deux pour faire le tirzépatide dont tout le monde parle et qui est un traitement du diabète qui fait en plus baisser le poids. Ces deux incrétines vont donc agir à la fois sur la cellule bêta et sur la cellule alpha pour entraîner une diminution de la glycémie sans pour autant entraîner un risque d'hypoglycémie et donc on a un contrôle de la glycémie. Mais elles ont d'autres propriétés, ces petits peptides, qui vont permettre à la fois au niveau du cerveau d'agir sur les noyaux de la satiété, les centres de la satiété, mais également avoir un ralentissement de la vidange gastrique qui explique leur effet indésirable majeur qui est des douleurs abdominales qui sont dues justement à cette vidange gastrique diminuée. Et puis, tout ceci nous permet bien entendu d'aboutir à un équilibre pondéral. Je ne vais pas détailler les différents agonistes, je voulais simplement les lister ici pour rappeler que si la plupart sont injectables, nous avons un seul agoniste du récepteur au GLP-1 qui est par voie orale, mais qui n'a pas eu les mêmes résultats en termes de protection cardiovasculaire. Alors on commence d'abord par l'action sur le diabète. Sur le diabète, clairement, tous les agonistes du récepteur au GLP-1 vont permettre une diminution de l'hémoglobine glyquée, toujours sans risquer d'hypoglycémie. Et comme vous le voyez ici, c'est le sémaglutide qui baisse le plus l'hémoglobine glyquée. Aujourd'hui, vous allez voir tout à l'heure que c'est le tirzépatide, double agoniste GLP-1-GIP, qui va être celui qui entraîne le mieux la baisse de l'hémoglobine glyquée. Ensuite, on a la diminution du poids. Et pour être honnête avec vous, c'est ce poids justement qui a fait beaucoup parler dans les réseaux, mais aussi dans tous les congrès, ces molécules, parce qu'au-delà du diabète, on s'est rendu compte que les personnes perdaient du poids par les deux mécanismes que je vous ai expliqués, surtout par baisse de la satiété, parce que si on garde des douleurs abdominales, on sait que 10 à 12% vont garder ces douleurs abdominales, eh bien il faut qu'ils arrêtent le traitement. C'est un effet indésirable et il faut savoir, même quand la médication est indiquée, s'arrêter et revenir en arrière. Donc pour la diminution du poids, là aussi, eh bien, on a ces agonistes du récepteur au GLP-1 de longue durée d'action qui sont les plus performants et qui permettent de perdre en moyenne 5 à 6 kilos. Ce qu'il faut également rappeler, c'est que je vous ai mis ici l'exemple du liraglutide. Le liraglutide qui est commercialisé chez nous entre de 0,6 à 1,8 mg et qui est une injection quotidienne qui permet de baisser la glycémie mais également d'avoir une protection cardio-rénale, on va le voir tout de suite, mais qui n'est pas indiqué, il n'y a pas d'AMM pour l'obésité, en tout cas on ne l'a pas encore, et qui, j'espère, viendra bientôt, parce que comme vous le voyez, eh bien, lorsqu'on va avoir ces 4 protocoles, le fait d'avoir de l'exercice physique plus une bonne diététique et le liraglutide, je ne vous ai pas mis les résultats parce que ce serait trop long en 15 minutes à expliciter, eh bien, on a eu quand même une diminution en moyenne de 5 à 8 kilos. Alors, le champion reste le double agoniste. Ce double agoniste, ce tirzépatide, appelé le Mounjaro, eh bien, a une AMM pour les patients qui vont avoir une obésité. Donc, c'est plus un antidiabétique, c'est un anti-obésité, entre guillemets, puisque les études ont montré qu'il permettait de faire baisser le poids autant qu'une chirurgie bariatrique.
quand vous mettez ce traitement et que le patient est un bon répondeur, qui n'a pas les effets indésirables, qui peut continuer à les mettre, eh bien, on a les mêmes baisses que la chirurgie bariatrique. Par contre, et ça c'est un message pour les éventuels prescripteurs, s'il vous plaît, tous ces médicaments qui font perdre le poids, eh bien, ont été étudiés sur un minimum de 3 à 5 ans. Dès lors qu'on arrête les injections avant 5 ans, on prend 100% du poids. Alors on ne prend pas 200%, c'est bien, mais on prend quand même 100%, ce qui est quand même cher payé. Et quand on prend le traitement pendant 5 ans et qu'on arrête derrière progressivement avec une consultation de nutrition bien spécialisée, eh bien on arrive à ne reprendre que 15 à 30% du poids initial. Du coup, il faut prévenir les malades et ne pas leur offrir un rêve. Dans 6 mois, tu pourras porter une robe ou un maillot, parce que dès qu'ils vont arrêter, tout va revenir. Donc, comme vous le voyez, il y a différents dosages pour le tirzépatide, qui est aussi indiqué en cas d'obésité avec un IMC à 27 et une comorbidité. Donc, si un patient a un diabète avec un IMC à 27, c'est clairement déjà une indication. Alors, ce qui était intéressant dans l'étude, c'est qu'ils ont regardé le pourcentage de perte de poids, mais aussi le nombre de patients qui avaient perdu 5% du poids à 72 semaines. Et c'est un peu petit. Vous voyez ici qu'en bas, les deux courbes bleues, c'était le tirzépatide 15 et le 10. Au bout de 72 semaines, justement, on avait une diminution de plus de 20% du poids du corps. Et vous savez que la chirurgie bariatrique ne fait pas plus. Ce qui est intéressant, c'est de regarder que même avec la forme 5 ou la forme 10 et 15, eh bien, on va avoir cette diminution qui est assez conséquente quand on regarde en termes de kilos. Et le placebo, bien entendu, fait perdre du poids, vous le savez, quelles que soient les études. Dès lors qu'on inclut des patients dans une étude en leur donnant un placebo, parce qu'ils ont eu un placebo injectable, eh bien, ils vont quand même perdre du poids, mais ce n'était pas, l'origine était plus le suivi des médecins. Alors, je vous ai mis ici, juste pour vous rappeler que quand on arrête le traitement, eh bien, vous le voyez ici dans cette étude avec le sémaglutide, avait fait perdre en moyenne 8 kg aux patients. Dès lors ils ont switché vers le placebo, donc ils ont continué à donner, mais pour le placebo, pour ne pas que le patient soit induit en erreur, eh bien, il avait repris 6,9, donc 7 kg. Donc en fait, c'est 14 kg de différentiel. Il faut faire attention et surtout insister pour que on ne... vous voyez ici sur la courbe, en bleu en haut, ceux qui ont pris le placebo, et puis en bleu foncé en bas, ceux qui ont continué à prendre le sémaglutide, eh bien, ils ont continué à perdre du poids, alors que les autres sont revenus, bien entendu, en moyenne à leur poids. Donc, très important de ne pas arrêter le traitement lorsque on a décidé d'utiliser ces agonistes du récepteur au GLP-1 pour l'obésité. On n'a pas suffisamment de recul pour dire il faut 5 ans, il faut 10 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut diminuer progressivement et bien entendu installer une activité physique, une diététique, un mode de vie sain que nous prônons tous, quelle que soit notre spécialité. Alors, ce qui avait fait parler d'abord toute la communauté, notamment les cardiologues, puis les néphrologues, c'est cette protection cardiovasculaire qui avait été démontrée avec tous les agonistes du récepteur au GLP-1, excepté, comme vous le voyez en bas dans l'étude pionnière, le sémaglutide oral, mais également le lixisenatide qui est commercialisé chez nous au Maroc en association avec la glargine U100, qui est un excellent traitement, mais qui n'a pas cette puissance au niveau diminution des complications cardiovasculaires. Donc si on regarde les méta-analyses, on se retrouve justement avec à la fois les points MACE qui sont l'infarctus du myocarde non fatal, l'AVC non fatal et la mortalité d'origine cardiovasculaire qui est clairement tirée vers l'avantage des médicaments. Et puis, on sait bien que ce sont des médicaments qui vont avoir une priorité sur l'athérome. Donc quand on a de l'athérome, et ça c'est beaucoup chez les cardiologues, quand on a de l'athérome, eh bien, on va devoir prescrire ces médicaments en priorité. Quand on a une insuffisance cardiaque ou on a une maladie rénale chronique, en priorité, on l'a vu, on va prescrire les glyphlosines. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va marier les molécules. Un patient diabétique, c'est une maladie chronique. Qui dit maladie chronique dit évolution de l'hémoglobine glyquée. Et donc, chez ces profils patients particuliers, après l'agoniste, on va mettre la glyphlosine. Et après la glyphlosine, on risque aussi de mettre l'agoniste parce que vous allez voir qu'on a aussi des bénéfices au niveau rénal. Alors, on sait
que ces agonistes du récepteur au GLP1 vont offrir une amélioration du métabolisme, mais aussi une protection cardiovasculaire avec des effets directs et indirects. Directement, de par ces mécanismes au niveau de la plaque d'athérome, on sait qu'on a une amélioration de l'inflammation et de la fonction endothéliale, mais on sait également qu'on va avoir une amélioration des autres paramètres cardiovasculaires, que ce soit les lipides, sans pour autant que ce soit bien sûr un hypolipémiant. Il y a des effets favorables sur les lipides notamment, et des études qui ont permis de montrer que l'athérosclérose permettait de diminuer, ce qui fait que même au niveau indirect, ils ont des avantages. Donc ce sont des médicaments qui sont prescrits, comme je vous ai dit, par notre American Diabetes Association, l'ADA, qui continue d'être prescrits chez les patients en prévention secondaire, en priorité, à cause de la plaque d'athérome, et également chez les patients à haut risque cardiovasculaire, par exemple un diabétique hypertendu, dyslipidémique, avec de surcroît un surpoids ou un tour de taille élevé ou une obésité, va être un candidat. Et par la suite, on va marier les deux. Alors pareil, on parle de nous chez les cardios, bien entendu, depuis qu'on a découvert ces études et ces effets bénéfiques, eh bien, on sait que quand on parle de patients à haut risque cardiovasculaire et dans l'ESC 2023, eh bien, c'est des médicaments qui vont, avec les SGLT2 inhibiteurs, être prescrits chez les patients diabétiques qui vont avoir une complication cardiovasculaire, et ce, indépendamment de l'hémoglobine glyquée. Alors, je vais m'arrêter ici pour rappeler quand même que comme ce sont des médicaments puissants sur l'hémoglobine glyquée, attention à ceux qui ne sont pas formés en diabétologie, parce qu'on se retrouve souvent avec des super docteurs qui rajoutent ce traitement, et le patient qui était sous insuline, sous sulfamide, qui sont des bons traitements mais hypoglycémiants, et qui se retrouve après en hypoglycémie au bout de 3-4 semaines. Donc oui, on diminue les doses de l'insuline bien entendu, mais on a des super répondeurs, c'est de la médecine de précision qu'on aura dans quelques années j'espère, qui va nous identifier les bons répondeurs et donc nous proposer ces traitements. À ce moment-là, on arrête les autres et tout se passe très bien. Comme vous le savez, au niveau de l'ESC, on a mis justement nos traitements phares. Nous, on a gardé, bien entendu, comme vous le savez, la metformine avec le GLP1, avec les hauts risques cardiovasculaires. Et comme on a dit, en très haut risque cardiovasculaire, on associe aussi la glyphosine. Juste un petit message, parce qu'on ne parle pas souvent des accidents vasculaires cérébraux, eh bien, il y a un niveau de preuve 1A pour les agonistes du récepteur au GLP1, dans les recommandations, notamment avec des études à la clé. Il faut donc également se rappeler que ce sont des traitements adaptés pour les AVC également. Alors la fonction rénale, je développe à chaque fois très peu, simplement je vous ai montré ici que l'agoniste du récepteur au GLP1 permettait de réduire les événements rénaux, que ce soit l'accès à la dialyse, on a un ralentissement pour l'accès à la dialyse, mais aussi une amélioration des paramètres versus placebo, qui ont fait qu'ils ne sont pas sur le même pied d'égalité que les SGLT2, vous voyez, qui viennent en deuxième. On a la metformine SGLT2 avec les autres traitements protecteurs, alors que l'agoniste du récepteur au GLP1 dans le cas d'IGO vient en troisième intention. C'est pour ça que je vous ai dit, de toute façon, on va les marier. Que ce soit l'athérome, dans ce cas-là, c'est les agonistes du récepteur au GLP1, puis les glyphosines. Si jamais c'est le rein, eh bien ça va être les glyphosines, puis l'agoniste du récepteur au GLP1. Et pour conclure, on a aussi maintenant, on a aussi invité chez les hépatologues. Pourquoi ? Parce que on a cette maladie du foie qui est une maladie métabolique, qui fait qu'on ne parle plus de maladie non alcoolique, mais de maladie métabolique qui évolue dans tous les pays du monde. Et vous voyez, nous, on est considéré Middle East, où on va avoir une progression vertigineuse et cette prévalence de la masse LD qu'on appelle aujourd'hui, et qui aboutit à la stéatose hépatique et qui va entraîner un risque de cancer, pour lequel les antidiabétiques ont été testés. Je vous ai encadré les agonistes du récepteur au GLP1 et le double agoniste, qui, comme vous le voyez, améliorent la maladie, mais aussi la stéatose. Et du coup, aujourd'hui,
on a aussi un intérêt, lorsque son patient a une stéatose hépatique, à plutôt favoriser ce type de traitement. Est-ce qu'on va être invité chez les gériatres bientôt pour prescrire ce traitement et peut-être, pourquoi pas, chez les neurologues? Eh bien, le thème, c'était au-delà. Donc oui, au-delà. Il y a des preuves dans le Parkinson, dans l'Alzheimer. Je vous ai simplement mis une seule étude dans le Parkinson qui a montré qu'à partir d'une protection neurotrophique et une neuroprotection, on avait des études cliniques qui permettaient de montrer que des patients qui avaient une maladie de Parkinson et qui étaient traités par agonistes du récepteur au GLP1 avaient une progression de la maladie qui était moins rapide. Et il y a eu plusieurs pistes qui ne sont pas encore validées, que ce GLP1, justement, même dans la maladie d'Alzheimer, puisse améliorer la neuroprotection. Dernière possibilité, peut-être c'est sur un effet positif sur la formation osseuse et même une prévention contre la perte de masse osseuse, où dans différentes études, il y a eu une préservation, une amélioration de la densité minérale osseuse des patients. Donc peut-être même que les rhumatos, un jour, vont nous inviter pour parler. Vous voyez que nous sommes très généreux et qu'un médicament pour le diabète a permis de beaucoup de bénéfices. Je rappelle finalement que l'agoniste du récepteur au GLP1 aujourd'hui a des indications et des AMM. On a bien entendu pour le diabète, pour la prévention secondaire, on n'a pas encore l'AMM pour les non-diabétiques. On a par contre l'AMM pour l'obésité et on a également pour le foie. Donc on a plusieurs intérêts. Et si avant on était, et je suis venue ici invitée par le professeur Tsiasi pour parler de l'hémoglobine glyquée il y a peut-être 10 ou 12 ans, si avant on ne parlait que de l'hémoglobine glyquée, on voulait contrôler l'hémoglobine glyquée, aujourd'hui on a changé, on veut contrôler la glycémie bien entendu, mais on veut contrôler le poids, protéger le cœur, protéger le rein, protéger le foie, peut-être pourquoi pas notre cerveau, et ce qu'il faut, c'est individualiser, et je vous remercie. Merci, professeur Elari, de nous avoir éclairé sur ce sujet, les agonistes des récepteurs GLP1. Nous allons maintenant enchaîner par un deuxième symposium sponsorisé par Technimed que nous remercions. Et c'est avec plaisir et honneur que j'appelle mon maître Saïd Shraibi. C'est un cardiologue éminent qui a marqué des générations par son expertise et sa rigueur scientifique et qui va nous éclairer sur ce qu'apportent les recommandations 2024 de la Société européenne de cardiologie pour la classification de l'hypertension artérielle. À vous la parole, professeur. Merci beaucoup pour ces gentils mots. Bonjour tout le monde. À mon tour de remercier la Société marocaine des maladies vasculaires et, au nom de Madame Sadouni, qui m'a fait l'honneur et le plaisir d'être parmi vous, et aussi de remercier les laboratoires Technimed qui m'ont invité pour vous parler de l'hypertension artérielle, de quelques nouveautés. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans l'hypertension artérielle, mais on va essayer d'être actuel. Alors ça, c'est à la lumière des recommandations sur l'hypertension artérielle. On a eu le droit à 2 recommandations en l'espace d'une année, celle de l'ESH, ISH et aussi dernièrement celle de l'ESC. Alors comment faire passer les... Voilà. Alors les premières diapositives sont un petit peu pessimistes parce qu'ils montrent qu'on a encore du chemin à faire, on a encore beaucoup de travail à faire dans le domaine de l'hypertension artérielle, et ne serait-ce que cette grande étude qui a été publiée dans Lancet en 2021 qui montre qu'en l'espace de 30 ans, le nombre de patients adultes hypertendus a doublé pratiquement et que la moitié s'ignore à avoir de l'hypertension artérielle et que ce nombre d'hypertendus a augmenté dans les pays en voie de développement et qu'il a diminué au niveau des pays riches, qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui ont de l'hypertension artérielle, qu'il y a cette prévalence qui peut aller jusqu'à 50% dans certains pays, mais on va voir qu'il y a certains pays qui sont vraiment des pays qui ont fait beaucoup de travail et qui ont amélioré cette prévalence. Il faut savoir que seulement 47% des femmes et 38% des hommes sont traités, que seulement 23% des femmes et 18% des hommes sont contrôlés, et ça c'est une catastrophe, excusez le terme, et puis il faut savoir qu'il y a les bons de la classe qui sont le Canada, la Corée du Sud et l'Islande qui ont quand même un taux de 70% de patients qui sont traités et un taux de contrôle qui est aux alentours de 50. Alors la nouveauté dans les dernières recommandations concerne la classification, et la nouveauté c'est que
on parle maintenant de pression artérielle non élevée, quand c'est moins de 120, pression artérielle élevée, quand c'est entre 120 et 139 et 70, 90, et puis il y a une véritable hypertension artérielle quand c'est au-delà, à partir de 140 sur 90. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette nouveauté? Tout simplement parce que le risque cardiovasculaire de morbimortalité en termes d'hypertension artérielle ne commence pas à partir de 140 sur 90. Il commence bien en deçà, à partir de 110 mm de mercure. Déjà, on commence à avoir un risque cardiovasculaire. Alors, pourquoi aussi cette nouvelle classification? Parce que ça a un impact, vous allez le voir, en termes pronostiques et thérapeutiques. Et comme le montrent ces diapositives, donc il y a les patients qui sont non élevés, donc on a pratiquement la même définition quand on prend la pression artérielle à domicile par l'automesure, avec la MAPA ou au cabinet. Quand on passe à la pression artérielle élevée, donc il y a une petite différence, c'est que avec la MAPA, donc la pression artérielle, pour l'hypertension artérielle, la pression artérielle en termes de MAPA et en termes d'automesure, c'est à partir de 135 sur 85. Alors, les méthodes de mesure, est-ce qu'il y a du nouveau dans les méthodes de mesure? Il n'y a pratiquement pas de nouveauté, si ce n'est, donc les méthodes de référence, c'est toujours l'automatique électronique. Il faut savoir que c'est la référence actuellement, mais que pour les gens qui n'en ont pas, on peut toujours utiliser le manuel auscultatoire, c'est le même niveau de preuve. Et qu'actuellement, il faut absolument se baser sur ce site qui est le StrideDep, pour essayer de choisir les appareils qui sont validés. Il ne faut pas choisir n'importe quel appareil, n'importe quel gadget. Et puis, il faut savoir qu'au terme de ces recommandations, les devices sans brassard, vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de travaux qui se font sur les devices, sur les tensiomètres sans brassard. Donc, c'est très intéressant, c'est prometteur, mais pour l'instant, les recommandations sont claires. On n'utilise pas ces devices pour mesurer la pression artérielle. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à prendre la pression artérielle au cabinet sans présence de médecin et sans présence d'infirmière? C'est-à-dire, on les met dans une salle tout seul avec l'appareil électronique. Il va prendre la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, il va faire la moyenne en dehors de toute présence humaine. Bon, pour l'instant, il n'y a aucune valeur à faire cette méthode de travail. Vous savez que l'étude SPRINT a été faite comme ça. A été faite avec cette méthode, mais les recommandations maintenant sont claires. Il n'y a aucun intérêt à faire cette façon de mesurer la pression artérielle. L'automesure, c'est très intéressant. Il faut la pratiquer dans vos cabinets régulièrement et tous les jours. Moi, je le fais régulièrement et pratiquement tous mes patients ont cette façon de faire. J'essaie de les impliquer pour avoir un tensiomètre parce que le revenu par la suite, il est tout à fait bénéfique et ils vont gagner énormément. Alors, quelques particularités, c'est juste qu'il faut laisser le patient, il faut qu'il soit au repos 5 minutes, il faut prendre à 1 demi-minute d'intervalle, il faut prendre 5 jours de suite, c'est l'idéal, et puis faire la moyenne. Concernant la MAPA, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut un minimum de mesure de 70% de mesure pour que ça soit valide. Et puis, il faut choisir de bons appareils qui sont validés, c'est le plus important. Donc, à partir d'une pression artérielle sur toute la journée, sur tout le nictémère de 135 sur 85, on parle d'hypertension artérielle. Alors, voilà à quoi ça sert cette classification, cette nouvelle classification. C'est que quand vous avez une pression artérielle qui n'est pas élevée, on parle de non élevée pression artérielle, donc à ce moment-là, on ne fait rien du tout, pas de traitement, peut-être une hygiène de vie et revoir le patient tous les 3 ans. Quand vous avez un patient qui est hypertendu, c'est-à-dire à partir de 114 sur 90, donc là les choses sont claires, donc on va peut-être s'aider d'une mesure en dehors du cabinet, soit par MAPA, soit par automesure, pour essayer de confirmer, et puis par la suite on démarre le traitement. Donc ça va de soi. Là où il y a une petite modification, lorsque vous avez une pression artérielle dite élevée, là, le risque n'est pas nul. Ce sont des patients qui peuvent avoir une élévation de risque. Et donc, pour ces patients-là, on va passer à une deuxième étape, c'est-à-dire évaluer leur risque, leur niveau de risque, c'est très important. Et dire est-ce que le patient il est à faible risque, auquel cas on ne va rien lui donner
donc il va rejoindre le premier pool de patients. Si le patient il est à haut risque ou à très haut risque cardiovasculaire, à ce moment-là, il va rejoindre les patients qui sont véritablement hypertendus. On va confirmer par une MAPA ou bien par une automesure et peut-être qu'ils vont recevoir un traitement. Voilà comment évaluer le niveau de risque. Ça, c'est ce qu'on faisait auparavant. C'est très simple. Il y a le niveau de tension artérielle. Plus la tension est élevée, plus le risque est élevé. Et il y a le nombre de facteurs de risque et il y a l'atteinte des organes cibles. D'accord ? Actuellement, il y a certains facteurs de risque dont a parlé Sehtaoui tout à l'heure, et je citerai que le diabète gestationnel, l'hypertension artérielle gravidique, la prééclampsie, le fait d'être prématuré ou pas, l'ethnicité, les antécédents familiaux, le niveau socio-économique défavorisé. Ça peut être un facteur de risque. Alors après, il y a les maladies inflammatoires qui vous intéressent énormément. Et vous savez que la polyarthrite rhumatoïde, c'est un véritable facteur de risque de faire des maladies cardiovasculaires avec le temps. Et puis, en résumé, concernant le niveau de risque, voilà, donc quel est le patient qui est à haut risque ou bien à très haut risque? Ce sont les patients qui ont une maladie cardiovasculaire établie, c'est-à-dire AVC, c'est-à-dire infarctus, etc., qui ont une maladie rénale modérée ou sévère, qui ont de l'hypertension artérielle avec atteinte des organes cibles, qui ont un diabète de type 2 et qui ont une hypercholestérolémie familiale. Ceux-là, il faut les prendre au sérieux. Donc actuellement, en 2025, on ne traite pas des chiffres tensionnels. On traite des patients avec un niveau de risque. Et le fait de traiter un patient qui a une simple hypertension artérielle isolée n'a rien à voir avec quelqu'un qui a de l'hypertension artérielle, qui est diabétique, qui est obèse, qui a un AVC, qui a un infarctus. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à mesurer la pression artérielle à l'effort? Ça peut être intéressant chez des patients lorsque la pression est au-delà de 200 chez la femme et 220 chez l'homme. Donc, il faut faire attention. Il faut se dire, peut-être c'est des patients qui sont hypertendus. Il faut leur faire une MAPA parce qu'ils peuvent être des vrais hypertendus. Il n'y a pas de consensus concernant les valeurs à l'effort. Et puis, c'est essentiellement chez les hommes, chez les obèses, en cas de rigidité artérielle, sujet âgé, c'est là on va trouver essentiellement de l'hypertension d'effort. Alors, les nouveaux facteurs de risque, on en a parlé un petit peu, mais il y en a deux qui sont nouveaux selon les dernières recommandations, c'est le bruit et c'est la pollution. Et ce n'est pas que des paroles en l'air, c'est des études qui ont montré que le fait d'avoir ces facteurs de risque vont augmenter le risque de l'inflammation, de la dysfonction endothéliale, et encore plus, le fait d'éviter ces facteurs de risque va améliorer le niveau de risque cardiovasculaire. Alors, quelques mots concernant l'hypertension secondaire, parce qu'il faut y penser quand il s'agit de sujets jeunes, quand il s'agit de sujets d'hypertension artérielle résistante, quand vous avez des symptômes, la sténose artérielle rénale athéromateuse, on va y penser quand il y a de l'OAP flash, quand il y a de l'hypertension artérielle résistante, quand il y a une maladie rénale, une fonction rénale qui est altérée une fois le patient est mis sous IEC ARA2, et puis à ce moment-là, on va faire soit un échodoppler, un angioscanner, une IRM, et puis bien entendu, lorsque c'est athéromateux, on va mettre en place un stent. Lorsque c'est fibromusculaire, on va faire une dilatation sans mettre en place de stent. C'est beaucoup plus l'apanage des sujets jeunes. L'hyperaldostéronisme, il y a du nouveau dans les recommandations, dans la mesure où actuellement les recommandations sont claires, il faut y penser et il faut rechercher l'hyperaldostéronisme devant toute hypertension artérielle confirmée. Pas seulement comme auparavant, on se disait quand il y a de l'hypokaliémie, quand il y a de l'HTA résistante, etc., etc. Actuellement, il faut y penser et bien entendu, on va faire un dosage de l'aldostéronémie au niveau plasmatique et un dosage de l'arénine plasmatique. Le Cushing, donc c'est un profil, un faciès un peu typique, vous les connaissez mieux que nous. C'est des patients qui sont diabétiques, qui sont obèses, et puis on va procéder à un test freinateur à la dexaméthasone, on va procéder à un dosage du cortisol libre au niveau urinaire, et c'est un petit peu comme ça qu'on va faire le diagnostic. Concernant le phéochromocytome, vous le connaissez aussi très très bien, c'est la triade que vous connaissez très très bien, les dosages des méthanéphrines, norméthanéphrines au niveau sanguin et au niveau urinaire, et quand on a un diagnostic, à ce moment-là, on va bien sûr opérer les patients. Alors à partir de quel chiffre tensionnel on va traiter les patients? C'est à partir de 140 pour les patients de moins de 80 ans
et à partir de 160 mm de mercure pour les patients au-delà de 80 ans. Alors la prise en charge commence par une hygiène de vie, et je vous apporte juste la nouveauté concernant les dernières recommandations, c'est la supplémentation en potassium. Il s'est avéré qu'elle permet d'équilibrer la pression artérielle, essentiellement chez les adultes avec hypertension, lorsqu'ils ont une consommation élevée de sodium, et les patients qui ont une race noire. Alors ça peut être une supplémentation par des fruits et légumes, diminuer les matières grasses, ou bien c'est des pilules qui sont enrichies en potassium. Donc ça a permis d'améliorer le pronostic de ces patients-là. Alors le traitement médicamenteux en une seule plaque, donc il n'y a pas beaucoup de nouveautés. On commence le plus souvent par une bithérapie, associant un bloqueur de système rénine-angiotensine, que ce soit IEC ou ARA2, plus soit diurétique, soit inhibiteur calcique. On pourra discuter, on discutait tout à l'heure dans la discussion, est-ce qu'on va associer un diurétique ou un inhibiteur calcique. Je ferai un clin d'œil seulement sur quand est-ce qu'on peut donner une monothérapie. C'est essentiellement chez les patients qui sont frailty, qui sont fragiles, au-delà de 85 ans, les patients qui ont de l'hypotension orthostatique. Je vous invite chez le patient âgé à mesurer la pression artérielle systématiquement en position couchée, en position debout. Donc ce sont des situations un peu fragiles où il faut faire, on peut donner la monothérapie. Deuxième particularité concernant ce tableau, c'est que quand la bithérapie ne marche pas, on va associer les trois, bloqueur du système, inhibiteur calcique et diurétique. Et vous voyez à droite qu'on peut donner les bêta-bloquants, mais pas n'importe comment. Avant, on se disait il faut donner les bêta-bloquants chez sujet jeune, qui est stressé, qui est un peu angoissé, etc. Il n'y a plus aucune indication dans ce cas de figure. Les indications, c'est quand ils sont cardiologiques. C'est-à-dire le patient qui a de l'insuffisance cardiaque, il a besoin de bêta-bloquants, la maladie coronaire, bref, un certain nombre, les arythmies, un certain nombre de situations. Alors, juste un clin d'œil concernant une molécule qui est extrêmement intéressante dans l'hypertension artérielle, dans le traitement de l'hypertension, qui est le condésartan, qui a montré son efficacité dans la préhypertension artérielle avec l'étude Trophy. Et vous voyez ici que le condésartan fait mieux que le placebo en termes d'événements cardiovasculaires. Que chez tout patient hypertendu maintenant, ce n'est pas la préhypertension, patient hypertendu, le condésartan fait mieux en termes d'événements cardiovasculaires, qu'il fait mieux qu'un certain nombre d'autres sartans, tels que le losartan, l'irbesartan et le valsartan, en termes de baisse de pression artérielle, qu'il améliore la mortalité et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, et ça c'est le programme CHARM qui a montré ceci, avec un bénéfice du condésartan versus placebo. Sur les AVC aussi, il y a un intérêt à démarrer avec ce médicament. Et enfin, on le sait très très bien depuis longtemps, l'adhésion au traitement elle est meilleure avec les ARA2 par rapport aux autres classes thérapeutiques. Alors un mot sur l'hypertension artérielle résistante. Alors les recommandations sont claires. Il faut d'abord être sûr que c'est une hypertension résistante. Alors pour être sûr, il faut que le patient soit sous 3 médicaments. Ça c'est important. Avec la dose qu'on appelle la dose maximale tolérable. D'accord ? Il faut absolument exiger ça. Deuxièmement, il faut absolument exiger une MAPA pour être sûr qu'il n'y a pas d'effet blouse blanche. D'accord ? Et puis, il faut être sûr que le patient observe bien son hygiène de vie. Ça, c'est important. Si on est dans une vraie HTA résistante, c'est la place de la spironolactone à la dose 25 mg. S'il y a une mauvaise tolérance de la spironolactone, qui est l'aldactone, on peut donner de l'éplérénone, qui est l'Inspra, et puis après, on peut donner des bêta-bloquants. Alors, ce schéma est extrêmement intéressant. Bien sûr, par la suite, on peut donner des alpha-bloquants, des centraux, etc., qu'on utilise très, très peu. Ce schéma, il est intéressant. C'est celui de l'ESC le plus récent, mais je voudrais aussi vous montrer l'avant-dernier de 2023 que je trouve très intéressant et qui implique la fonction rénale dans cette HTA résistante. Parce qu'il y a HTA résistante et HTA résistante. Si vous êtes devant un patient qui a une fonction rénale très altérée, stade 4, stade 5, à ce moment-là, il n'y a aucune place à la spironolactone, il n'y a aucune place à la dénervation rénale. Si vous êtes devant un cas stade 1 à 3, à ce moment-là, spironolactone, et bien sûr, par la suite, on peut aller jusqu'à la dénervation rénale.
Alors cette dénervation rénale a connu un regain d'intérêt dernièrement parce qu'elle a été enterrée puis par la suite déterrée parce qu'elle a montré son efficacité. Il faut juste 3 conseils pour la dénervation pour vous rappeler. Premièrement, il faut être sûr que l'hypertension artérielle est résistante. Deuxièmement, il faut être sûr qu'on n'est pas devant une atteinte rénale sévère. Et troisième chose, et qui est la plus importante, il faut absolument discuter le cas en staff multidisciplinaire. Et il faut que ça soit fait par des équipes expertes. Ça, c'est très important. Je suis devant une communauté d'internistes essentiellement et je voudrais partager avec vous 2 slides sur l'hypertension artérielle et les traitements anticancéreux. Alors, il faut savoir que l'hypertension artérielle, c'est l'apanage essentiellement des molécules, des inhibiteurs de la VEGF et puis aussi de la tyrosine kinase qui donne plus d'hypertension artérielle que les autres molécules. Deuxième chose, c'est que quand vous avez de l'hypertension artérielle sévère, c'est-à-dire au-delà de 180 sur 110, ne pas donner d'anticancéreux. Il faut contre-indiquer les anticancéreux. Deuxièmement, quelles molécules on va donner? On va peut-être donner les thiazidiques, on va peut-être éviter les inhibiteurs calciques non dihydropyridine parce qu'il y a de l'interaction avec les anticancéreux. Et quand vous avez de l'hypertension artérielle qui est secondaire au VEGF, inhibiteur, à ce moment-là, on va privilégier les bloqueurs du système rénine-angiotensine et peut-être la dihydropyridine. Alors, il me reste 3 minutes ou 4 minutes et je voudrais partager avec vous une notion qui n'est pas vraiment récente, mais toujours d'actualité. C'est la notion de variabilité tensionnelle. Il faut savoir que cette variabilité, c'est la différence entre la pression maximale au cours de la journée, durant les 3 mois, durant le mois dernier, et la pression la plus basse. C'est ça la variabilité tensionnelle. Elle peut être à court terme, à moyen ou à long terme. Cette valeur, elle peut varier d'un battement cardiaque à un autre, et c'est ce qu'on voit chez nos patients qui sont en réanimation et qui ont des cathéters artériels. Vous allez voir que leur pression artérielle au niveau du cathé, elle va varier de seconde en seconde. Au niveau du cabinet, on va prendre la pression artérielle tous les 3 mois ou tous les 6 mois, donc on va avoir une idée sur la variabilité à moyen terme et à long terme. La MAPA, c'est à court terme. Et puis, il y a des facteurs que vous connaissez très bien, le fait de fumer juste avant, le fait de faire de l'activité physique, le stress mental, le sel, l'alcool, la caféine, tout ça va augmenter cette variabilité. Donc, comme je disais tout à l'heure, au cabinet, c'est beaucoup plus le long terme. Donc, avec l'automesure à domicile, c'est le moyen terme et c'est le court terme, tous les jours. Avec la MAPA, c'est à court terme et heure par heure. Et puis, avec les brassards, les tensiomètres sans brassard, ça peut être seconde par seconde. Et comme vous voyez ici, on a un profil en haut sur l'année. Et vous voyez, au cours de l'été, au milieu, la pression artérielle va baisser. Et si je vous pose la question, quel est le meilleur profil? Est-ce que c'est celui qui est en rouge ou celui qui est en bleu? Donc, le meilleur profil, c'est celui qui est en bleu parce qu'il y a moins de différentiel de tension, moins de différence de tension sur l'année. Le cadran qui est en bas à gauche, c'est sur la journée, sur les 24 heures, ce qu'on a sur un Holter. Et puis, avec donc le cadran qui est en bas à droite, ça c'est pratiquement sur 30 secondes, on peut avoir une idée sur la variabilité tensionnelle. Voilà 2 patients, d'accord, qui ont une même pression centrale. La pression centrale, c'est ce que vous avez ici, c'est cette ligne. Ils ont pratiquement la même pression, pas centrale, moyenne, pardon, mais ils ont une variabilité tensionnelle qui est complètement différente. Et là, encore une fois, le rouge, il a un mauvais pronostic par rapport au profil bleu. Alors, ça se voit essentiellement en cas de FEO, en cas d'insuffisance rénale, le Cushing, les SAOS, le diabétique, l'insuffisance cardiaque. Bref, les patients qui ont des comorbidités, ils ont beaucoup de variabilité. Et c'est un élément pronostic. Hein. Ce n'est pas banal du tout parce que ça entraîne plus d'atteinte d'organes cibles, plus de survenue d'événements cardiovasculaires. Et ça, c'est indépendamment de la pression artérielle. Donc, c'est un élément qui n'est pas banal. L'avant-dernière diapositive, c'est juste pour vous dire et pour
poser la question, est-ce qu'on peut modifier cette variabilité? Oui, il y a des médicaments qui ont une demi-vie lente et puis ils peuvent diminuer cette variabilité sur la journée et peut-être aussi sur le moyen terme, tels que la lisinoprine, l'amlodipine, le telmisartan. Et si vous prenez le contre-exemple qui est la nifedipine qu'on n'utilise plus et qu'on faisait il y a longtemps, donc la dalate, si vous vous souvenez, en sublingual, le patient il était à 18, il descend à 10 ou à 11, on est très très heureux, mais juste après il va faire l'accident vasculaire cérébral. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait, donc on peut diminuer cette variabilité, mais le fait de diminuer la variabilité actuellement en 2025 n'est pas corollaire, il n'y a pas de corollaire avec la baisse des événements cardiovasculaires. Donc en conclusion, la nouvelle entité, c'est la pression artérielle élevée qu'il va falloir prendre au sérieux, évaluer le risque cardiovasculaire et faire une MAPA. L'HTA secondaire, il faut y penser. Et actuellement, tout patient hypertendu, on va lui faire un dosage de rénine-aldostérone au niveau plasmatique. L'HTA résistant, il faut tenir compte du DFG. La dénervation rénale peut être une option à condition que ça soit fait dans des centres d'expertise. Attention à l'hypertension artérielle des patients qui sont sous anticancéreux et cette variabilité tensionnelle qui peut être un élément de pronostic et qu'on peut modifier avec certains médicaments. Et je vous remercie pour votre attention. Merci professeur Chelaibi pour votre présentation enrichissante. Restez avec nous et j'appelle les 3 premiers orateurs pour répondre aux questions de la salle. Professeur Hatawi, professeur Iraqi et professeur Amouri. Merci. La parole est à la salle. Oui. Donc le micro est à votre disposition. Je dirais à M. Chelaibi, s'il n'utilise pas l'intelligence artificielle, on en parlait ce matin, et le droit, même s'il n'est pas si intelligente que cela, ça doit apporter un peu plus, on en a parlé tout à l'heure. Pour Mme Iraqi, les agonistes du GLP1 augmentent le périmètre de marche de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. On s'y attend, hein. Vous savez, ces molécules sont complémentaires, on se demande s'il ne faut pas les mettre dans l'autre boisson. Et pour Mme Amouri, on utilise aussi les inhibiteurs du SGLT2 dans la néphropathie lupique. Voilà un petit peu. Bon, si je peux répondre à la première question, oui, l'intelligence artificielle, elle est déjà dedans dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, que ce soit dans le diagnostic, avec l'amélioration des devices de prise de pression artérielle qui sont de plus en plus miniaturisés, qui sont de plus en plus sophistiqués, et où il y a de la mémoire, et on peut avoir, ne serait-ce que cette histoire de variabilité tensionnelle, on peut avoir un profil sur les 3 mois, sur les 6 mois, sur l'année peut-être. C'est intéressant. L'intelligence artificielle peut être intéressante. Je n'ai pas vraiment d'études qui ont été faites dans ce sens, mais par exemple dans l'évaluation du risque, il suffit de faire entrer sur une application ou sur un ordinateur les données du patient, son âge, est-ce qu'il est diabétique, est-ce qu'il a de la dyslipidémie, est-ce qu'il est tabagique, etc., etc. Et puis par la suite, on a est-ce qu'il était prématuré, est-ce qu'il a un niveau socio-économique qui est défavorisé, est-ce qu'il a etc. Donc il y a plusieurs facteurs de risque et il va nous donner est-ce que le patient il est à faible risque, est-ce qu'il est à moyen, à très haut risque, et ça peut nous aider dans la prise en charge thérapeutique bien sûr de ce patient-là. Alors, je pense que pour moi, c'était simplement une remarque, d'ailleurs pour professeur Amouri aussi, bien entendu, là où il y a plaque d'athérome, il y a amélioration avec des études cliniques. Je vais me permettre, si vous juste le permettez, de réagir sur une des paroles de mon collègue et ami. C'est vrai, quand on parle de lipides, on est tous LDL, on est tous d'accord, on est tous statines, ézetimibe, PCSK9 inhibiteurs, acide bempédoïque. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le risque résiduel et que dans les recommandations, d'ailleurs, que ce soit les recommandations de l'EDIE, de toutes les recommandations des endocrinos, des diabétos, mais aussi avec un niveau de preuve très faible, c'est vrai, dans l'ESC, on a la place des fibrates, notamment pour les triglycérides qui dépassent 5 grammes, et là c'est plus pour la pancréatite, donc c'est juste, je vous dis, obsolète pour que tout le monde ne croit pas qu'il faut jeter les fibrates. Et autre chose également, le risque résiduel des patients quand ils arrivent à leur objectif de LDL grâce aux toutes
toutes les thérapies que vous avez très bien décrites, eh bien, impose qu'on mette également une fibrate pour certains patients, dont les miens, les diabétiques avec syndrome métabolique, avec différentes preuves, notamment dans l'étude ACCORD, quand les triglycérides dépassent 2 grammes. Donc je sais que vous l'avez dit, parce que les 15 minutes, c'est bloqué, et que les cardio, vous adorez les AA. Les AA, non, on ne les a pas toujours. Donc les preuves AA, oui, mais il faut ne pas oublier que quand il y a quand même cette surmortalité qui survient quand vous êtes arrivé à l'objectif de LDL, c'est qu'il y a autre chose. Et c'est pourquoi on continue de défendre les fibrates en endocrinologie. Merci. Donc, en ce qui concerne les inhibiteurs du SGLT2, donc, dans la maladie rénale chronique, donc, il y a l'indication dans toutes les étiologies de cette maladie rénale chronique, y compris la néphropathie lupique, surtout chez les patients qui ont une protéinurie, mais il ne faut pas oublier qu'il y a surtout prescrire chez ces malades également les médicaments inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc ça, mais les études sont en cours de façon spécifique dans chaque domaine de spécialité, que ce soit dans les maladies auto-immunes, mais aussi en hématologie, par exemple dans l'amylose. Peut-être Mme Tzazi pourra dire un petit mot. Merci. J'ai une petite question à Saïd, s'il te plaît, par rapport à ce qu'on a appelé peut-être à un moment la chronothérapie. Est-ce que ça vaut toujours le coup de discuter le moment de la prise des antihypertenseurs et ce dont on parlait sur la prise nocturne? Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce qu'on oublie ou est-ce que... C'est une excellente question, je te remercie. Je n'avais pas beaucoup de temps pour parler de ça. Alors, il faut savoir que la chronothérapie, c'est quoi? C'est-à-dire lorsqu'on donne un médicament le soir. Alors il y avait un grand engouement au départ au niveau de cette chronothérapie. On se disait c'est très très intéressant. Quand on a besoin d'une seule molécule, peut-être la donner le soir. Quand on a besoin de 2 molécules, peut-être les dispatcher entre le matin et le soir. Et puis il y a une étude qui est très intéressante qui est venue, c'est l'étude Time, et qui a montré qu'il n'y a aucun bénéfice en termes de chronothérapie actuellement. Donc les recommandations sont claires, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à cette chronothérapie. Alors il faut savoir que pourquoi elle a été créée cette notion de chronothérapie, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'événements cardiovasculaires, notamment infarctus, AVC au petit matin. Et donc, on a privilégié un petit peu les médicaments qui ont une longue durée d'action, tels que l'amlodipine, tels que l'isinopril et le telmisartan. Mais, comme j'ai dit, il y a des études qui ont montré qu'il n'y a aucun bénéfice. Alors, autre chose qui décourage un petit peu concernant l'utilisation de cette chronothérapie, c'est que ça diminue l'adhésion du patient à son traitement. Quand on donne des médicaments qui sont séparés, voilà. Après, il y a des avantages aussi. Il y a des avantages à faire cette chronothérapie, ne serait-ce que pour équilibrer les patients un peu mieux. Deuxièmement, quand il s'agit de patients qui ont un syndrome d'apnée de sommeil, ça peut être intéressant. Les non-d'hyper, ça peut être extrêmement intéressant. Bref, il y a un certain nombre d'avantages à cette chronothérapie aussi. Pardon. Si je suis devant vous, comme tous les 4, avec donc les 4 facteurs de risque, métabolique, cardiovasculaire, hypercholestérolémie et une maladie auto-immune. Est-ce que je choisirais l'ordonnance par rapport au premier prescripteur ou par rapport à l'âge de la maladie première? C'est pluridisciplinaire. Alors moi, c'est facile. Si jamais vous avez tous les facteurs de risque, il vous faut l'agoniste du récepteur au GLP-1. Moi, c'est facile. Je ne sais pas eux comment ils vont répondre, mais moi, oui, vous êtes un candidat, quelle que soit la première qui a commencé. Vous êtes un candidat. Merci. Il y a eu une question ici, professeur Bli. Allez-y, allez-y. Je pense que déjà, vous êtes un patient qui a très haut risque cardiovasculaire, si vous avez nous les 4. Donc, et puis, un patient qui a très haut risque cardiovasculaire, actuellement, c'est une bonne hygiène de vie, avant tout. Donc, il faut une bonne hygiène de vie avant de sauter sur les médicaments. Et puis, il faut respecter les recommandations. On a la chance d'avoir des recommandations un petit peu concernant toutes ces pathologies, et il faut essayer de respecter. Et vous allez voir, si vous voyez pathologie par pathologie, vous allez voir qu'ils vont se rejoindre un petit peu. Toujours, il y a pratiquement les mêmes
phénomènes physiopathologiques, il y a l'inflammation, il y a la dysfonction endothéliale, etc. etc. Et puis, concernant la prise en charge, ils se rejoignent le plus souvent. Concernant les maladies auto-immunes et inflammatoires, en fait, les recommandations rejoignent la population en général, sauf qu'il faut intégrer que la survenue de l'athérosclérose, elle est précoce chez ces malades du fait de l'inflammation chronique et du fait aussi de l'usage de certains médicaments, notamment les corticoïdes au long cours, qui augmentent le risque cardiovasculaire. Donc ces patients vont nécessiter une surveillance qui est beaucoup plus précoce, c'est-à-dire ce n'est pas à 40 ou 45 ans, mais ça commence à partir de 35 ans, où il faut être dans les mêmes objectifs que la population en général par rapport à la prévention du risque cardiovasculaire. Merci. Okay. Je m'imagine que je suis facteur de risque lipide, c'est ça? Eh ben, on va tout faire. Pour moi, si vous êtes avec les 4 facteurs de risque, vous êtes déjà mal parti, vous êtes à très haut risque, et donc il va falloir utiliser tous les armes. Donc finalement, ça va être la totale avec des objectifs qu'il faut fixer. Le plus difficile dans la pratique courante, c'est d'atteindre ces objectifs. Ça va être plus facile de dire, je dois atteindre tel objectif de pression artérielle, tel objectif de LDL, tel objectif d'hémoglobine, mais après... c'est la pratique qui va poser problème, parce qu'on ne va pas toujours arriver à atteindre tous les objectifs. Comme vous devez tous nous prescrire, c'est toujours intéressant d'avoir des combinaisons fixes pour améliorer l'adhérence. Donc, sinon, nos ordonnances, elles font 12-14 médicaments, il faut aussi savoir y penser. Merci. Il y a une question, professeur Qabli? Saïd, j'ai une question pour toi. Alors, suite à ces nouvelles recommandations de la société européenne, société américaine 2024, sur la classification de l'HTA, quel est l'impact sur la prévalence de l'HTA primitive et de l'HTA secondaire? Surtout chez l'enfant, on parle plus d'HTA primitive plutôt que secondaire. Est-ce que l'HTA secondaire est maintenant de plus en plus diagnostiquée ou bien ça reste relativement rare malgré ces recommandations de classification? Alors pour commencer avec la dernière partie de ta question, très très peu d'hypertension artérielle qui sont diagnostiquées, encore plus qui sont traitées et encore plus qui sont contrôlées. Donc c'est ça le drame de cette maladie. Donc elle est très très peu diagnostiquée, très très peu traitée et très très peu contrôlée. Donc ça d'une part. Alors maintenant, est-ce que le fait de faire baisser cette fourchette et d'intégrer ce qu'on appelle la pression artérielle élevée dans l'algorithme thérapeutique, bien sûr que ça va interférer sur la prévalence, parce qu'elle va augmenter cette prévalence. On avait des chiffres à partir de 140-90, maintenant on va inclure certainement un certain nombre de patients qui ont juste entre 120, 139 et 70-90. Oui, bien sûr que cette prévalence, elle va augmenter, c'est clair. Alors maintenant, comment, la grande question et la bonne question, c'est comment améliorer et diminuer cette prévalence pour pouvoir diminuer les complications cardiovasculaires. Ça, c'est une grande question. Et ça, c'est l'implication des patients, des soignants et aussi des systèmes de santé. Une petite question pour M. Htaoui. Quand on veut utiliser des associations fixes, statine et ezetimibe, et quand on a des patients qui sont intolérants, donc ils sont intolérants, le fait de garder l'ezetimibe tous les jours et une statine qu'on voit des fois dans certaines prescriptions 2 à 3 fois par semaine, est-ce qu'on est aussi gagnant sur le risque cardiovasculaire et la stabilisation des plaques sur le long terme? Et j'ai une deuxième question pour les endocrinos. Si on est diabétique, diabète inaugural, stabilisé, pas d'hypertension majeure, et qu'on devrait faire le choix vers une première molécule d'intention, est-ce qu'on irait vers un SGLT2 en première intention pour la cardionéphroprotection, ou on a obligatoirement besoin du metformine? Pour la première question, je pense que c'est simple, parce que tout passe par le degré de baisse du taux de LDL et le temps de diminution durant lequel cette baisse va pouvoir durer. Et on pense que les bithérapies permettent à la fois d'avoir une meilleure adhésion et d'avoir une baisse de LDL assez conséquente qui nous rapproche un peu des objectifs. Sur le plan pratique, quelques malades, je sais pas, l'expérience de chacun a son expérience, mais ça marche avec l'association effectivement. On arrive à atteindre un peu plus les objectifs qu'on s'est fixés au début. Donc,
pour moi, en tout cas de façon personnelle, je suis encouragé à le faire, notamment dans les situations à haut risque. Est-ce que vous posez la question par rapport à la prise 1 jour sur 2 des statines? Parce que c'était ça votre question? Parce qu'il y a encore des gens qui font ça. Ouais. Là, j'ai aucune réponse. C'est simplement pour améliorer la tolérance, on fait ça. Mais est-ce qu'on a des preuves? On ne sait pas. Tout à fait. Soit ils tolèrent pas, soit vous prenez pas. Et si vous prenez pas, il faut aller chercher les étimibes. Je suis d'accord avec le professeur Hattaoui. Il n'y a aucune étude et après, mécanistiquement, ça paraît quand même un peu compliqué d'un jour de contrôler la plaque, le lendemain de ne pas contrôler la plaque, d'un jour de contrôler la plaque, le lendemain de ne pas contrôler la plaque. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça, je me dis que ça va bouger encore plus. Donc voilà, c'est comme ça que je réagis. Je n'ai pas de patients qui sont sur 1 jour sur 2. Alors la réponse est simple par rapport à votre question. Quel est le traitement de première intention chez un patient nouvellement diagnostiqué? C'est la metformine. S'il n'a pas de facteur de risque, s'il n'a pas de maladie rénale chronique, sauf si son hémoglobine glyquée est à 9%, auquel cas on sait qu'il va mettre la metformine, qu'elle ne va peut-être pas suffire, et qu'il faut prévenir le patient. Alors nous, on ne fait pas la bithérapie d'emblée parce qu'on a un risque sur les yeux, si on ne connaît pas le statut de rétinopathie, il faut faire attention à ça. Et la deuxième intention comme molécule va être dépendante des facteurs de risque dont on a parlé toutes les deux, mais également si un syndrome PP et l'âge, etc. Donc metformine, oui, pour les patients qui n'ont pas diagnostic inaugural avec un faible risque cardiovasculaire, et ça marche très bien, et c'est pas cher. Ça aussi, c'est une molécule de jouvence, la metformine. La dernière question courte s'il vous plaît. Merci aux 4 orateurs pour leur excellente présentation. Ma question, c'était pour le professeur Shraibi. En fait, j'étais un petit peu dérangée dans la nouvelle classification de l'HTA. Dans cette zone grise où les patients ont une tension artérielle systolique 120 mm de mercure et une diastolique à 70 mm de mercure, je pense qu'on a tous déjà pris notre tension artérielle et on a trouvé ces chiffres. Et si on doit évaluer les facteurs de risque cardiovasculaire et on dit que pour notre origine ethnique, on est déjà considéré à haut risque, et si on y rajoute les autres facteurs de risque comme le stress et les nouveaux facteurs de risque comme le bruit, la pollution, est-ce qu'on n'est pas en train de s'orienter vers surtraiter les patients? Et est-ce qu'il y a une place dans cette population-là à une monothérapie au lieu d'une bithérapie d'emblée? Merci beaucoup. Alors surtraiter les patients, non. Parce que tout simplement, on l'a vu tout à l'heure, le niveau de risque et le risque cardiovasculaire, il commence très très tôt, à partir de 110 sur 70 mm de mercure. Déjà, la courbe elle est linéaire, donc plus on augmente la pression et plus le risque d'événements cardiovasculaires augmente. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir de l'ethnie, d'avoir quelques petits facteurs de risque va changer le niveau de risque? Je ne pense pas. C'est pour ça que j'ai mis une diapositive avec un résumé des patients qui sont à haut risque ou à très haut risque vasculaire, c'est-à-dire ceux qui ont une maladie cardiovasculaire, rénale, ceux qui ont une atteinte des organes cibles, un diabétique. Un diabétique, c'est un patient qui est à haut risque déjà, rien que le fait d'être diabétique. Voilà, donc ce sont ces patients-là qu'il faut prendre au sérieux et il va falloir peut-être leur faire une MAPA, bien sûr, avant de se lancer sur le traitement. Alors nous touchons à la fin de cette première session. Nous remercions les différents orateurs pour la qualité de leur présentation qui ont enrichi cette matinée. Et je remercie également à l'assistance pour la présence. Et je vous donne rendez-vous à 14h30 précise. Alors profitez de la pause déjeuner et bon appétit. Au revoir.